pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 48. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture, on y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins. Et cette fois-ci, on va parler plutôt BD, et en particulier celles qui nous ont marqué dans notre enfance. Vous allez voir, ça va être un peu surprenant, au moins pour l'un d'entre nous. Je suis Daniel Andreev, et à mes côtés, j'ai mon camarade Benjamin François, alias Quix. Comment vas-tu, Ben ? Salut Daniel, salut les auditeurs, ça va pas mal. Il fait encore très très beau chez nous, là on est allé se balader tout à l'heure. Magnifique soleil, il fait 27 degrés, bref, c'est l'été indien, mais bon, c'est l'été qui dure un peu toute l'année dans le coin, donc c'est pas tellement surprenant en fait. Et toi, comment ça va ? Bah écoute, pas mal. Bah écoute, pour une fois, c'est moi qui vais commencer. Je reviens d'un endroit où on m'avait prévenu, il va pleuvoir, ça va être la merde, tu vas voir. Et en fait, non, je reviens de Bretagne, et j'adore cette région. C'est vraiment, au contraire, moi, c'est plutôt un climat que j'adore. Et tu sais quoi, j'ai rencontré des gens, ils m'ont dit, je connais Benjamin François. Justement, il y a des gens qui te connaissent, ils se souviennent de toi, et ils répètent ta légende, un peu de légende urbaine, genre, Benjamin François, il fait merde. dans... Ouais. Donc j'étais à Rennes et j'étais au festival le Court-Métrange, donc déjà le nom du festival est génial, qui donc se déroule à Rennes et où j'étais jury, donc c'est pour la première fois j'étais dans un jury de cinéma après avoir fait beaucoup de jurys de cosplay, tu vois, ça change. Et c'était vraiment génial parce que tu passes 3 journées à regarder des tonnes de courts-métrages de tout horizon différent, parfois vraiment très bizarres, parfois avec des Michael Jackson qui se fabriquent des blousons en chorizo et des gants en peau de poulet. Mais c'est un peu l'image que j'ai du court-métrage, c'est qu'il y a toujours des trucs complètement starbés où tu te demandes mais d'où ça vient, d'où ça sort et qu'est-ce que ça essaie de raconter. Et c'est peut-être un peu la beauté de la chose. J'ai vu une femme se manger toute seule par le vagin. Enfin vraiment, il y a des trucs vraiment très 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 barrés. Non mais ça c'est normal encore. Ouais, non, quand tu le vois, franchement, tu sais quoi, je vais essayer de te l'obtenir pour que tu vois les courts-métrages. Et si j'arrive à montrer peut-être un trailer, on le mettra en lien dans le festival. Et c'était vraiment réjouissant parce qu'en plus, mes co-jurés étaient vraiment super, quoi. Il y avait une bonne ambiance. Ouais, il y avait une bonne ambiance. Il y avait un mec qui a été, directeur de la 3D sur Pacific Rim, enfin tu vois. Oh merde. On s'est bien entendu. Enfin je spoilerai pas les noms, j'en parlerai peut-être à un autre moment, mais en tout cas on s'est vraiment bien marré. Et puis j'ai eu un coup de cœur pour un court-métrage mais j'ai pas le droit de parler des délibérations, tu sais comment ça se passe, hein. Faut être parce que les résultats sont pas encore sortis. Si, mais tu dois pas dire ce qui s'est passé. Mais par contre, je peux te dire que j'ai eu un coup de cœur. C'est un film qui s'appelle Welcome Home Alan. Et c'est un film australien. Et imagine comme si les frères Cohen avaient fait un film de Viking. Bah c'est ça en fait. C'est complètement starbe. Écoute, le pitch a l'air très agréable. Franchement, je suis vendu là. Le pitch, j'ai envie de voir ça. Ouais. C'est comme ça que je l'aurais vendu au jeu et tout le monde m'a fait non, non, ton film. Et moi j'ai dit non, ce film, il va avoir quelque chose. Et j'ai adoré ce film. Donc Welcome Home Alan. Je sais pas s'il sera disponible sur internet. Je pense que c'est beaucoup trop tôt. Et il a gagné un prix. Ah bah oui, il a eu une mention. Il a eu une mention. Alors, certains peuvent dire c'est la médaille en chocolat. Pas du tout. Moi, je pense qu'il vaut mieux repartir avec quelque chose qu'avec rien du tout. Tout à fait. Voilà. Donc voilà, c'était mon coup de cœur au Festival Court-Métrange. Un très chouette festival. Il faut dire l'accueil a été super. Les Bretons comme d'habitude. Alors, il y a un truc on m'a pas menti, c'est la capacité des Bretons à boire. C'est hallucinant. Pourtant je suis russe, j'ai déjà vu ce que c'est que la consommation d'alcool, mais en fait, je crois qu'en fait, la différence entre un russe et un breton, c'est que le russe, il fait quand même très très gaffe à ce qu'il boit que de la vodka et il mange en même temps. Les bretons, c'est direct à la vodka, c'est terrifiant et en plus, ça ne s'arrête pas. Donc et quand tu pars avant 3h du matin une soirée, on t'insulte. Donc Eh bien, je ne te contredirai pas, puisque ça me rappelle beaucoup mes années étudiantes, donc effectivement. Oui, il paraît que la rue de la Soif, tu y étais. Ouais, bon, ça va, oui. Donc voilà, mes parents écoutent ce podcast, alors on va essayer de ne pas trop... voilà. Mais maintenant, t'as changé, quoi.
Ah, c'est vrai, Et oui, maintenant je suis t'es- rangé des bécanes, moi, c'est fini. T'as des responsabilités maintenant là-dessus. Ah bah oui, c'est terminé toutes ces conneries. Maintenant je bois 3 bières et j'ai mal au crâne, alors tu sais. Alors, On qu'est-ce que vieillit, hein. dis-moi, qu'est-ce que t'as fait à part boire 3 bières ce week-end? Alors première chose déjà, tout à l'heure, alors qu'on était... Il oui. faut que je t'arrête tout de suite, il faut juste que je te dise un truc. Paris a été perturbé il y a quelques minutes à peine, au moment Ouais. de l'enregistrement. Tout d'un coup, on a entendu des boum boum boum, et à Paris, on a une très mauvais souvenir des boum 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 comme ça dans la rue. Bah Et on oui, se oui. demandait qu'est-ce qui se passe, et on regarde par la fenêtre, et là, putain, il y a un feu d'artifice. Et alors, on se dit, mais pourquoi il y aurait un feu d'artifice à minuit Un dimanche soir à minuit. le 23 octobre, tu vois. Voilà, ouais. Genre, il y a rien à fêter, il y a pas d'armistice, il y a rien eu. Et en fait, on a, après Googleisation, en fait, c'est Sense8 qui faisait son tournage. Et ils ont fait shooter un putain de feu d'artifice qui mettait une tôle à celui du 14 juillet, pas dans la longueur parce qu'il est très court, mais par contre il allait vachement haut, quoi. Il était très très aérien, donc ouais. Merci Sense8. En plus, ils nous ont filé un. Tu vois où est passé le budget cacahuète de L'argent de de Netflix, tu sais où il est parti. Ah ouais, je comprends pourquoi elle est chère cette série, man. Ah ouais, c'est exactement ce que j'ai pensé. J'ai fait putain, ils se foutent pas de la gueule du monde. L'argent, tu le vois exploser à ta gueule, quoi. Bon, voilà. Excuse-moi de t'avoir. Non, mais il y a pas de mal. C'était une belle anecdote. À toi de donc, jouer. nous tout à l'heure en rentrant donc de Santa Monica, nous étions allés nous promener. On a vu une affiche pour le prochain film de Gerard Butler qui s'appelle Geostorm et qui promet d'être un nanar cosmique, mais qui a l'air d'être un truc, mais ça a l'air gigantesque. J'ai vu le trailer. Mais toujours est-il que Gerard Butler, en fait, on s'est mis à essayer de réfléchir dans la voiture et on se disait, mais Gerard Butler, et c'est quelque chose que j'ai déjà tweeté, en fait, c'est le mec, il a la fin de carrière de Nicolas Cage, sauf qu'il a jamais eu le début de carrière de Nicolas Cage, et c'est assez rigolo quand il pense. Gerard Butler, quand t'entends le nom, tu dis oui, quand même, grand acteur, mais il a tourné que dans de la merde, et c'est incroyable. Je crois que son meilleur film, c'est un film d'animation, c'est How to Train Your Dragon, mais ça compte pas, c'est un film d'animation, donc le meilleur film où il est vraiment acteur, c'est 300, quoi, et 300, franchement, c'est compliqué, on va dire, pour être gentil. Mais quand tu regardes le reste de sa filmo, c'est incroyable. T'as vraiment l'impression de lire, c'est du direct ou DVD, du début à la fin, quasiment, quoi. Alors, moi, je mets une pièce quand même sur la série des Olympus Has Fallen, qui est quand même, c'est Gerard Butler tout seul qui met à mal les Coréens, les Chinois et tous ceux qui essayent de s'en prendre à son président. Alors, j'ai pas vu le deuxième, j'ai pas vu London Has Fallen, mais Olympus Has Fallen, c'était... Mais c'est ça, c'est du nanar, c'est involontairement drôle, quoi. Alors, tu sais qu'en plus, il y a un problème avec ce que j'appelle la Washington exploitation, c'est-à-dire le moment où tout le monde essaye de prendre la Maison Blanche. Il y en a eu un autre, tu sais, avec Jamie Foxx. White House Down. Mais oui, Ouais, avec Jamie Foxx et puis Channing Tatum. Qui était beaucoup plus drôle. Alors, il était intentionnellement beaucoup plus drôle. Mais donc oui. c'est pas un nanar, mais bon, c'est quand même Jamie Foxx qui est armé de Roland président. Le réalisateur, hein. Qui est armé d'un bazooka dans les jardins de la Maison Blanche qui poursuit des Chinois. C'est pour ça. On dirait un film de Luc Besson. C'est qu'Olympus Has Fallen se prenait vachement au sérieux et était pas drôle, alors que White House Down, c'était à hurler de rire tellement c'était con, quoi. Alors, volontairement, je saurais pas, hein, parce que Roland Emmerich, il y a toujours un doute. Mais en tout cas, c'était drôle, ça, c'était sûr. Et bon voilà, ça c'était le petit taquet sur Gerard Butler qui n'a rien demandé, le pauvre, mais bon, Geostorm, ça a l'air fantastique. Ça donne pas envie d'acheter son parfum. Je crois que c'est le dernière fois où j'ai entendu parler de Gerard Butler, à part le trailer de Geostorm, je crois que c'était une blogueuse mode dont je suivais vaguement le blog qui l'interviewait et tu sentais le truc méga sponsor. On m'a envoyé à LA pour poser des questions à Gerard Butler et je me disais putain, Gerard Butler est en train de se taper des questions de Betty. Qu'est-ce qu'il a fait au bon Dieu pour avoir cette carrière? Putain, mais c'est dur quand même. Mais attends, il a un parfum, ça s'appelle comment? Ça s'appelle Wood Butler? Je sais plus c'est parfum, mais je sais plus, c'est genre, ce partenariat avec Hugo Boss, mais tu sais, franchement, il a essayé, c'est pile au moment de 300, il s'est dit là, c'est bon, j'y suis, quoi. Et j'ai la vista, ça y est. Je suis Leonidas. Bah ouais, non, ça marche pas comme ça. Bon, bref, voilà, on salue Gerard Butler qui donc nous aura bien fait rire au moins pendant 2 minutes. Et donc ce que j'ai fait ce week-end, eh bien alors que j'ai un backlog de l'enfer et 400 jeux sur Steam que j'ai acheté et pas commencé, eh bien j'ai reterminé Super Mario World à 100% et pour une bonne raison, c'est parce que j'ai découvert quelque chose qui existe depuis déjà un bon moment, mais j'avais pas vraiment pris le temps de m'y pencher en fait parce que ça m'avait l'air un peu relou. Ça s'appelle les Retro Achievements. Alors est-ce que t'as déjà entendu parler des Retro Achievements, Daniel? Alors non, mais je suis très curieux. Alors les Retro Achievements, c'est tout simplement des achievements pour tes vieux jeux sur émulateur.
Donc c'est des trucs qui sont faits par la communauté évidemment. Tu vas sur le site Retro Achievements, tu t'inscris, tu récupères le bon émulateur. Alors maintenant c'est compatible avec RetroArch, donc tous les gens qui utilisent RetroArch peuvent utiliser Retro Achievements directement. Et tu lances ton jeu, et bah voilà, comme un jeu Steam ou comme un jeu sur Xbox ou sur PlayStation, quand tu fais certains trucs, tu obtiens des achievements. Et c'est évidemment génial pour les achievements four, donc je pense très fort à notre ami ALS qui, je le sais, est un fanatique d'achievements. Ben je pense qu'avec ça, il sort plus de chez lui parce que il est foutu quoi. Tous tes jeux rétro du coup récupèrent des achievements. Alors en plus, bonne conscience, Mario World, j'ai acheté une Sesame, donc j'ai le droit d'y jouer avec Retro Achievements, blabla. Puis j'ai encore la cartouche de toute façon chez moi, mais évidemment, on n'invite pas les gens à pirater, mais si vous avez envie de refaire vos vieux jeux avec des achievements, eh ben c'est une bonne motivation et bah c'est plutôt rigolo quoi. Moi je trouve l'idée très bonne et j'ai trouvé ça plutôt agréable. Puis la version originale coûte pas cher hein, si tu veux être dans la légalité quoi. Et puis oui, puis refaire Mario World, ça fait toujours du bien. Donc voilà, c'était mon week-end, alors que tu vois, j'ai des tonnes de jeux que j'ai achetés et pas commencé, et bah voilà, j'ai refait Mario World. Bah, c'est plutôt un super jeu en même temps. Mais c'est mon Mario 2D préféré. Et j'ai une question, est-ce que toi, quand tu te fais un niveau, est-ce que tu vois qu'il y a le point est rouge et qu'il y a plusieurs sorties, est-ce que tu le refais tout de suite, ou est-ce que Je refais tout de suite, généralement. D'accord, ouais, pour éviter, ouais. Et alors tu connais de tête tous les niveaux où il y a 2 sorties? Ouais, parce que je t'ai dit, j'ai fait les 96, plus le Top Secret Area qui est en haut de la première maison hantée et qui n'est pas compté dans les 96. Chose que j'ai jamais comprise d'ailleurs, mais bon, parce que c'est pas vraiment un vrai niveau, mais et il y a des achievements qui sont vraiment vraiment compliqués à choper. Hein. Il y en a qui sont missable, donc si tu les rates, faut que tu recommences ta partie. Ah ouais? Ouais, par exemple. Alors il y a des achievements qui sont appuyés sur l'interrupteur jaune en chevauchant un Yoshi jaune. Sachant que le Yoshi jaune, il faut un petit moment avant de le récupérer, et que l'interrupteur jaune, tu peux l'avoir au bout de 3 minutes, quoi. Ah oui, évidemment. Et tu peux pas le refaire. Évidemment, tu peux pas le refaire. Ah, c'est dégueulasse. Alors que les palais normaux et les forteresses, tu peux les refaire en appuyant sur LR, mais les interrupteurs, je crois pas que tu puisses les refaire. Donc faut que tu te documentes sur les trophées avant de les faire. Voilà, faut que tu lises les achievements avant de les faire. Ah, et il y a 2 choses, il y a 2 modes pour les achievements. Il y a le mode hardcore, qui consiste à interdire d'utiliser les save states ou les cheat codes. Et t'as le mode normal où tu peux utiliser les save states. Et bon, évidemment, quand t'es un vrai, tu fais ton hardcore comme à l'époque, quoi. Et c'est ce que tu es, évidemment, un hardcore. C'est évidemment ce que j'ai fait. Je vous hais tous au plus haut point. On a décidé de se la jouer cool et nostalgique. Et de parler d'une bande dessinée de notre enfance, ou un personnage qui nous a marqué. Donc si vous voulez vous adresser à moi... Et toi, tu as voulu parler de ton premier émoi, et ton premier émoi est un canard, puisque c'est Donald. Bah oui, et puis de toute façon, les gens qui me followent un peu sur Twitter le savent, je suis un immense fan de Donald. Pourquoi ? C'est un truc de caractère ? Est-ce que c'est son caractère colérique ? Ah mais il y a beaucoup de caractères parce que je me reconnais énormément dans Donald déjà parce que quand j'étais enfant et puis peut-être encore maintenant j'avais un caractère de merde et Donald qui râle tout le temps et qui est à qui il arrive tuile sur tuile et ben je me reconnaissais pas mal dedans et puis tu vois Donald juste... c'est vas-y excuse-moi. Je voulais juste te poser une question par rapport à Donald, c'est est-ce que le fait que on ne peut pas comprendre ce qu'il dit vraiment, est-ce que ça tu t'identifies ? Alors, pas forcément, mais ça me fait penser à quelque chose d'autre de très intéressant, justement, que j'ai vu passer la semaine dernière. C'est sur une radio belge, je crois, quelqu'un qui faisait une chronique et qui expliquait que, en fait, le fait que Donald parle d'une manière que peu de gens arrivent à comprendre, c'est un handicap pour lui et que finalement, Donald est un personnage handicapé. Et je trouvais que c'était une approche très très intéressante du personnage et vraiment bien vue. Parce que Donald, voilà, on l'a dit, c'est un personnage colérique, c'est un personnage malchanceux, mais c'est un personnage profondément positif parce que malgré tous les trucs qui lui arrivent, eh ben c'est quand même un gars qui continue à aller de l'avant et c'est quelqu'un qui reste mine de rien plein de bonté. Enfin, tu vois. On va parler vite fait quand même des principaux auteurs qui ont créé Donald. Alors Donald, c'est un personnage qui est apparu dans les dessins animés Disney avant d'être ensuite pris en charge par Karl Barks. Karl Barks qui est un dessinateur légendaire des comic books Disney. Et c'est Karl Barks qui a créé tout ce qui s'appelle l'univers autour de Donald. Donc tout ce qui est donc Doug Burke, donc Donaldville en français, donc ses neveux, Riri Fifi Loulou en France. Il a inventé Picsou, il a inventé Gontran, il a inventé Géo Trouve Tout, il a inventé mais énormément de trucs, quasiment l'univers étendu du canard.
Voilà, l'univers étendu du canard, c'est Karl Barks. Et en fait, quand tu lis un peu l'histoire de Donald, tu comprends que voilà, ces 3 neveux, c'est la sœur de Donald qui est leur maman, qui les a abandonnés en fait, qui a demandé à Donald de s'occuper d'eux, et qui ensuite disparaît et n'est plus jamais revue dans l'univers, quoi. Elle disparaît littéralement. Et Donald va élever les 3 gamins comme si c'était ses enfants, en fait. Et c'est quelque chose que tu te rends compte qu'il a une bonté naturelle, tu vois. À aucun moment, il cherche à contacter sa sœur, genre, bon, j'en ai marre de ces gamins, j'ai envie de m'en débarrasser. Non, il va perpétuellement s'occuper d'eux comme si c'était ses propres enfants. Et tu le vois de toute façon dans ses rapports avec les autres que Donald, c'est un personnage qui a le cœur sur la main, malgré son caractère colérique, parce que mais il lui arrive tellement de merde que comment tu veux qu'il s'énerve pas au bout d'un moment. Et donc évidemment, moi, oui, je me suis un peu identifié à Donald parce que voilà, j'avais mon côté râleur, et puis parce qu'il était marrant tout simplement, parce que sa manière de parler est drôle, et parce que c'est un personnage super charismatique et qui est entouré de personnages qui souvent le ramènent un peu à sa condition, tu vois, de mec malchanceux. Je pense surtout à Gladstone, donc Gontran en français, qui est le cousin qui a toujours une veine mais incroyable et qui lui ne fait jamais rien de sa vie et qui n'a rien à faire de toute façon, qui vit d'oisiveté et qui compte sur sa chance perpétuellement, alors que Donald, il a vécu des douzaines d'aventures, il a des tonnes de petits boulots, c'est vraiment un perso qui a tout un univers autour de lui, qui montre que il a un vrai caractère, et c'est ce que j'apprécie. C'est pas un caractère parfait, à l'inverse de moi. J'ai jamais aimé les héros parfaits, tu le sais, j'aime pas Superman, j'étais pas fan de Captain America à ancienne époque. C'est la même raison pour laquelle j'aime pas Mickey. Mickey, il est trop parfait, trop gentil, trop mignon. Mickey, il est super intelligent, il lui arrive jamais rien de grave, alors que Donald, il lui arrive catastrophe sur catastrophe. C'est pour ça que moi j'aime Donald. C'est même naturel, t'as envie d'être Donald. Mais comme c'est comme le rapport entre Bugs Bunny et Daffy Duck, t'as plutôt envie d'être c'est Daffy, vrai, quoi. C'est vrai. Après, Bugs Bunny a un caractère un peu de... Enfin, quand tu regardes les vieux Looney Tunes, C'est un bâtard. tu te rends compte que voilà, c'est un gros enfoiré. Les personnages de la Warner, généralement, sont un peu tous assez ambivalents, parce que Bugs Bunny, oui, c'est sûr, il est malin, il est futé, mais putain, il se comporte vraiment comme un gros enfoiré. Bon, après, Elmer Fudd, c'est un chasseur, il veut le tuer, tu vois. C'est un peu normal qu'il se défende, mais il y a pas ce côté bonhomme et ce côté gentil que peut avoir Donald, par exemple, si tu veux. Ça se voit avec d'autres cartoons. Je pense à comment s'appelle le coq en français, Foghorn Leghorn en anglais, l'espèce de coq géant, il s'appelle, je sais plus, Willy, un truc comme ça. Je sais plus comment il s'appelle. J'ai un trou sur les noms français en général. De la Warner, mais toujours est-il que tu vois ce coq. Non, mais il y a un épisode où il se comporte mais comme le dernier des enfoirés, avec un tout petit qui doit être un enfant. Et tu te dis, mais c'est pas possible, c'est lui le héros, et c'est pas croyable. Alors que Donald, il a beau avoir son caractère de merde, et il a le cœur sur la main, il est toujours prêt à aider. Et ouais, je trouve ça vachement bien, un personnage pareil, c'est facile de s'identifier en même temps. Et puis il est entouré de personnages tellement hauts en couleur que, évidemment, tous ces récits sont, même les plus simples, sont toujours agréables à lire, même 70 ans après avoir été écrits. Donc oui, je suis un gros fan du travail de Karl Barks. Il y a une intégrale qui est sortie chez Glénat, je crois, qui est super, vraiment, beau boulot, avec la quasi-totalité de son œuvre, si c'est pas la totalité d'ailleurs. Et puis je peux pas parler de Donald sans parler aussi de Don Rosa. Don Rosa qui est un peu tout d'un coup, je sais pas pourquoi j'ai pensé, je peux pas parler de Donald sans parler de Marvin the Martian. Je sais pas pourquoi. Alors oui, j'ai pas bien compris ton raisonnement, mais je sais pas du tout, mais je sais pas pourquoi j'ai pensé à Marvin the Martian. Tu parlais de Looney Tunes et mon esprit a divagué dans les Looney Tunes. La Warner, oui, Marvin the Martian, ça part assez loin. Je suis team Looney Tunes. Hein. Mais au niveau cartoon, je pense que j'ai grandi plus avec les cartoons Warner qu'avec les cartoons Disney. Les cartoons Disney. D'ailleurs, tu parles de Donald, mais Donald était un personnage de propagande pendant la guerre. Tout à fait. J'adore les dessins animés. Donald a combattu Adolf Hitler. Donald, dès les années 40, il fracassait du nazi. Donald, il a été parachutiste et il a tapé et surtout il a tapé Hitler en personne. Ce qui lui fait un point commun avec Captain America. Tout à fait. Et avec Indiana Jones. Donc, alors attends, je voulais parler de Don Rosa, parce que évidemment, voilà, quand on parle de canard, on parle évidemment de Karl Barks, parce que Karl Barks c'est le mec qui a quasiment tout inventé, à part le personnage de Donald, mais il a tellement étendu l'univers que voilà.
Et son successeur, son fils spirituel entre guillemets, c'est Don Rosa. Et Don Rosa, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé, il a eu envie de retcon quelques trucs, et c'est lui qui a écrit The Life and Times of Scrooge McDuck, la jeunesse de Picsou en français, qui est une histoire géniale qui raconte c'est Scrooge McDuck Origins quoi. Disons que c'est Picsou Begins. Si le monde de Canard était le monde des comics, celui de Karl Barks c'est le Golden Age, mais lui c'est le Silver Age, c'est-à-dire il a tout remis à plat pour en refaire une espèce de chronologie cohérente par rapport à la vie de Scrooge McDuck. Une chronologie cohérente, un arbre généalogique, enfin il a vraiment étendu le truc à mort et il a essayé d'être le plus respectueux possible de l'œuvre de Barks et on peut dire que voilà, Don Rosa c'est le deuxième mec le plus important de l'histoire des comics Donald. Et c'est la BD la plus importante du monde Disney. Sans aucun doute quoi. Écoute, je connais pas assez les autres BD du monde Disney, mais en tout cas, c'est une BD extrêmement importante. En effet, pour tout ce qui est canard, ça c'est sûr. À chaque fois que tu dis canard, j'ai envie de faire foi de canard. Écoute, j'ai encore un truc à dire, mais je pense que je vais te laisser prendre la parole pour parler de ton comics. Oui. T'es sûr vraiment? Parce que je veux que tu sois. Parce que je sais que ça te tient à cœur. Mais ça me tient beaucoup à cœur, les canards, c'est mon truc, mais je veux pas monopoliser la parole non plus. Mais t'inquiète pas, je vais revenir sur les canards une fois que voilà, je te laisse pas. Alors, puisque toi c'est les canards, moi mon premier contact avec les comics, c'était les X-Men. Et donc c'était les X-Men, donc période Bronze Age. Il faut voir, je devais avoir 4 ou 5 ans et c'était spécial Strange. Et je découvre un épisode des X-Men qui commence d'ailleurs par Spider-Man. Donc déjà, dès mon premier comics, je savais que Spider-Man était dans le monde des X-Men. Et ça, c'était genre déjà un choc, tu vois. Les gens pour qui le monde Marvel, MCU, tu vois, tout ça. Pour moi, ils étaient dans le même monde et ils rencontrent Cyclops dans la rue et il lui fait « Hey, comment ça va ?» tu vois. Ah bah je comprends parce que moi, un de mes premiers comics Spider-Man, il rencontrait Daredevil. Donc tu vois... Ouais, et le truc avec les X-Men, c'est que c'était un monde d'oppression, quoi. Le principe des X-Men, c'est des mutants qui sont là pour sauver des gens qui ne les aiment pas. Ils sont haïs par tout le monde, ils vivent reclus dans leur école, ils ont des identités secrètes, un truc qu'ils vont perdre au fur et à mesure des années, quoi, parce que au fur et à mesure, c'est beaucoup plus dur d'écrire quelqu'un qui a une identité secrète que un mec qui vit dans un bunker et qui en sort de temps en temps, quoi. Et dans ce premier comics, donc, ils affrontaient Arcade. Donc, Arcade, c'est le mec qui est un fou, qui enferme les gens dans un flipper géant pour les tuer, en fait. Ça s'appelle le Murder World, et il les fout dans lu ce comics, il est formidable ce comics. Il est fabuleux, et il fout les mecs dans des billes, et donc ils se prennent des coups de jus quand les billes rentrent en contact. Et c'est un épisode où Colossus se fait hypnotiser et il devient le super prolétaire. Il est hypnotisé par une espèce de robot communiste. Ce qui d'ailleurs me pense au déluge, le manque absolu de retenue en termes de moyens, puisque les mecs quand même fabriquent un flipper géant, ensuite ils fabriquent des robots qui sont capables de t'hypnotiser pour te réapprendre le communisme. C'est les méchants à la James Bond, c'est les mecs, ils ont dépensé 8 milliards de dollars pour construire leur base secrète. Le rapport entre le résultat et l'objectif n'a aucun sens, quoi. Ouais. Et ce qui me plaisait, alors avec les X-Men, ce qui m'a plu tout de suite, c'est le line-up de l'époque. C'était Cyclops, donc Cyclops, c'est le chef, tu vois, et c'est le mec droit, inflexible, et qui en même temps réfléchit sur tout. Mais en même temps, c'est aussi la raison pour laquelle j'aime pas Cyclops. Ouais, mais Cyclops, c'est un élément indispensable, quoi. Il faut un élément comme ça dans ton équipe. T'as Wolverine, évidemment, donc Wolverine vraiment qui en plus qui n'aime pas Cyclops d'ailleurs. Oui, mais qui a un problème avec l'autorité, tu vois. C'est vraiment les bases des X-Men ont été dessinées dans ces années-là, donc je le dirais par Chris Claremont et John Byrne. Et en plus, il a encore son costume de l'époque qui est le meilleur, c'est-à-dire le marron et orange marron, tu vois. Ah, Wolverine, ouais, qui ressemble vraiment à un vrai costume et pas à un uniforme des X-Men. J'ai jamais d'ailleurs vraiment apprécié le fait que Wolverine porte un uniforme. Pour moi, il faut qu'il porte ses propres couleurs, mais... Toi, t'étais marron-orange. Moi, j'avoue, j'avais un petit fait pour le jaune et bleu avec les rayures noires. Ah, mais non. Il était un peu kitsch. Pour moi, c'est l'uniforme des X-Men. Pourquoi il porterait les couleurs des X-Men? Il devrait porter ses propres couleurs. Mais pour moi, Wolverine est un indépendantiste. Et, canadien. Et surtout, il y a Colossus qui est quand même un héros russe. Et c'est le seul mec russe qu'on m'ait donné
à m'identifier pendant mon enfance, quoi. Les Russes, en général, on était plutôt... C'était les méchants. On était plutôt mal représentés. C'était soit les méchants, dans les début des années 90, t'as Zangief, tu vois. C'était KGBiste chez Batman. Ouais, c'était au mieux c'était des catcheurs en slip, tu vois, on n'a jamais été vraiment gâtés. Et Colossus c'est un mec un peu poétique, c'est un mec déraciné. Il est en slip, hein. Mais je crois que ça c'est un truc que vous pouviez pas y couper, les gars. Il est en slip, c'est vrai. Mais et en plus sa forme humaine, quand il enlève la forme métallique, il a l'air tellement ridicule en fait quand il est juste en slip et en habit rouge. Il faut qu'il soit métallique pour que ça soit intéressant. Et il y avait Nightcrawler évidemment. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y avait des personnages féminins assez forts. Il y avait Ororo, donc Storm, et Jean Grey. Et Ororo qui ne servait pas à rien, contrairement au film X-Men. Non, et en plus, grâce à Chris Claremont, elle va ensuite devenir chef, quoi. Elle va devenir chef alors qu'elle aura pas de pouvoir à un moment. Quand elle a plus de pouvoir, qu'elle s'habille en cuir et qu'elle a un Iroquois, elle devient chef. Elle devient chef parce que c'est la meilleure, parce que c'est presque le cœur des X-Men, c'est Ororo pour moi. Et d'ailleurs, quand elle devient chef et qu'ils sont acculés à la mort, littéralement, ils doivent aller affronter la mort en personne presque à Dallas. Elle demande à Wolverine, viens m'aider, viens prendre tes responsabilités dans les X-Men, et lui il fait vraiment, tu me vois, moi je suis un tueur, j'ai pas que ça à foutre, quoi. Et ça, c'est la bonne réponse de Wolverine. Wolverine, il en a rien à foutre d'être avec les gens, en fait. Et ouais, ce comic, ça a énormément façonné ma passion pour les X-Men. Je recommande vraiment, c'est un des premiers arcs de John Byrne et Chris Claremont. Et oui, c'est un des premiers arcs sur les nouveaux X-Men, parce que la première équipe des X-Men, donc c'était déjà Cyclops, Jean Grey avec Iceman, Beast et Angel. Voilà. Et Angel, tout à fait. Mais ce qu'il faut expliquer, c'est qu'avant que John Byrne et Chris Claremont reprennent la série, et même Dave Cockrum au dessin, il y a eu tout un moment où les X-Men étaient menacés d'annulation, en fait. Ça se vendait tellement mal que ça devait être annulé. Ils ont foutu Neil Adams dessus, qui est Neil Adams, qui est un dessinateur extraordinaire, et qui a genre, quand tu vois les planches aujourd'hui de Neil Adams de l'époque, tu te dis c'est incroyable ce qui se passe. Et pourtant, ça a quand même été menacé d'annulation juste après. Ils ont foutu le comics en reprint, c'est-à-dire les numéros qui sortaient, c'était des réimpressions des vieux épisodes, ce qui est dégueulasse, mais voilà, c'est comme ça. Et à un moment, donc Chris Claremont débarque et lance les nouveaux X-Men. Et révolutionne complètement ce qui se passe. Il importe Wolverine, qui était donc co-créé avec lui, Romita et Len Wein, qui est mort il y a quelques mois, malheureusement. Il était dans Alpha Flight, Wolverine. Non, il était pas encore à Alpha Flight, il était juste Weapon X du Canada, tu vois, D'accord. C'était juste un méchant inventé pour résister un combat contre Hulk, tu vois. Et ah oui, c'est vrai, c'était Hulk sa première apparition, c'est vrai. Et ouais. Et du coup tout ce comics a pris une énorme importance pour moi, parce que c'était vraiment des gens qu'on déteste et en même temps qui sont super sexy. Ils sont tous super beaux, les X-Men, quand même, faut dire. Même Nightcrawler, il a une espèce de beauté. Beast est génial. Enfin, Beast, c'est une espèce de morceau d'humour. Enfin, c'est de l'humour sous poil, j'ai envie de te dire. Et le plus paradoxal, c'est que, écoute, j'ai une passion inouïe pour toute cet arc, jusqu'à la mort de Dark Phoenix, donc en plus qui est quand même un moment très important de l'histoire du comics, et ensuite qui est suivi par quand même Day of Future Past, qui sont tellement suffisamment importants pour que Hollywood puisse piller tout ça. Et le truc, c'est que j'avais fait mon deuil, j'étais très fan de John Byrne, mais je savais que il vivait comme un ermite, et en plus il est devenu méga acariâtre avec le temps. Et j'aurais jamais aucune occasion de le rencontrer. On avait parlé des regrets qu'on pouvait avoir, ou plutôt des gens qu'on aurait bien voulu rencontrer. John Byrne, j'avais fait une croix dessus, quoi. J'avais pas mentionné John Byrne. Ouais. Pour pas l'ajouter sur notre fameuse death list. Ah, m'en parle pas. Ouais. Oui, parce que on nous l'a ressorti, évidemment, il y a pas si longtemps. Évidemment, ouais. Pour Jean Rochefort. Et donc, j'ai croisé John Byrne, genre, il y a 2 semaines, alors que j'étais au Comic-Con. Et je croise un mec dans une file d'attente, et je lui fais hey, qu'est-ce que tu fais là? Il me fait moi j'attends pour voir John Byrne, et moi je fais très bonne blague, puisque moi genre vraiment je me suis foutu de sa gueule. Toi t'étais resté sur il est à Cariat, il sort pas de chez lui. Il est à Cariat, ça fait 15 ans qu'il a pas bougé de chez lui.
qui rencontre personne, ou il rencontre parfois des fans, mais chez lui, dans son fief. J'imagine, tu vois, le mec reclus, quoi. Et en plus, vu qu'il existe que sur Internet, comme tous les gens qui basculent sur Internet sur le tard, et il a une tendance à mal vieillir sur Internet. Et là, je fais, c'est pas possible. Et là, je commence à faire remonter le long de la file d'attente. Je fais, merde, il y a John Byrne, quoi. Et genre, je trouve ça inouï, quoi. Genre, je m'en foutais d'avoir une signature ou quoi que ce soit. J'étais pas là pour une signature. Et du coup, j'ai accompagné mon pote. Et genre, au moment où il passe, mon pote, il a récupéré un ticket. Je crois que t'imagines, c'est ce genre de truc. Il y a 1 heure d'ouverture de signature de John Byrne qui n'a pas fait de convention depuis 15 ans, quoi. Voilà. Donc, tu t'imagines le nombre de gens qu'il y avait. Donc, moi, je me suis incrusté avec mon pote. Comme aux allocs, non, tu prends ton ticket, t'as le numéro 814 et puis c'est le numéro 12 qui passe. Voilà, exactement. Et j'ai suivi mon pote, et donc, à un moment, je me retrouve face à John Byrne, et je fais le mec qui prend les photos, tu vois. Et puis là, à ce moment-là, je lui serre la pince et je trouve rien de mieux à dire. Bonjour, j'aime beaucoup ce que vous faites. Votre travail est très important pour moi. Et je crois qu'il a juste acknowledge que je lui ai parlé, et après, il est passé, dans son cerveau, il est déjà passé à autre chose. Ouais. Et voilà, ma plus brève rencontre. Je peux dire que mes rencontres avec Mobius ou tous les autres, à peu près tous les autres artistes que j'aimais dans ma vie se sont passés de manière un peu plus enchanteuse. Là, c'était juste, quoi. Il est là, merde, je peux pas aller lui dire bonjour. Vu l'importance qu'il a dans ma vie, quoi. C'est comme si on te disait qu'il y a Dave Grohl et il a 80 ans et c'est la dernière occasion, parce que je pense que je le reverrai jamais, hein, c'est pas possible. Il y a aucune chance, quoi. Donc voilà, c'était ma rencontre avec mon idole du jour. Par contre, Chris Claremont, tu peux aller le voir à tous les Comic-Con. Il a une table à New York ou à San Diego. Et il est ravi de rencontrer ses fans et de faire payer ses signatures. Mais il est sympa. Il est adorable. Il est choupi. Et je me rappelle qu'au premier Comic-Con où j'étais allé avec toi, tu m'avais pointé du doigt une table et t'as dit, regarde, là c'est Bruce Timm, et je l'avais regardé dessiner pendant, 20 minutes, puis j'avais trouvé ça fantastique. Puis après, quand tu m'avais dit combien ça coûtait de se faire un dessin par Bruce Timm, c'était moins fantastique, donc je m'étais barré. Mais c'est vrai que c'est intéressant de les regarder bosser, en tout cas. Le truc, c'est que c'est un business. C'est un business. Soit tu payes ton sketch à 100, un sketch en général c'est $100 hein, dans ces Comic-Con. Moi je fais pas ça, moi je suis pas très fan des sketchs comme ça. Mais si t'en veux vraiment un, bah c'est possible, tu payes, et c'est fait aussi pour bloquer un peu les gens qui vont les revendre tout de suite sur internet. Faut savoir que par exemple des mecs comme Adam Hughes, ils font pas de sketch parce qu'il fait le sketch et le lendemain il est sur internet à $10,000 en fait. Donc du coup il met ses sketchs à $5,000, enfin tu vois, il met ses sketchs super cher. Non, mais je suis très content d'avoir j'ai une magnifique Catwoman dessinée par Cameron Stewart que m'avait obtenu notre ami Zaf pour mon anniversaire, et ça tu vois, rien que ça me fait déjà bien plaisir. Bah ouais, mais après oui, et surtout il existe tellement d'originaux. Alors les originaux de John Byrne, c'est un gros problème. Ça doit coûter une certaine somme. Bah écoute, il a été tellement productif, normalement il devrait en avoir plein, et des pas chers, et c'est vrai qu'il y en a des pas chers, mais pas des X-Men. Si tu veux les X-Men, il faut tout de suite aligner des $10,000, des $20,000, 30,000, 60,000, tu vois, ça monte très très vite. Et c'est un marché de spéculateurs comme beaucoup, quoi. Comme j'allais te dire, Don Rosa n'est pas victime de ça, mais par exemple Karl Barks, si tu veux une peinture de Karl Barks, ça coûte. T'inquiète pas que je me suis renseigné sur le sujet et que j'ai. Je t'envoie des liens de temps en temps. Hein. Juste pour me faire bisquer. Mais attends. Mais rien qu'une litho qui est même pas, tu vois, même pas une peinture originale, rien qu'une litho, ça coûte super cher. C'est 10 000 ou un c'est truc débile, quoi. Ouais, mais tu sais qu'à les moments où j'ai regardé la première fois une peinture de Karl Barks, ça devait faire je pense il y a 15 ans. Et il y a 15 ans, c'était vraiment très très cher. C'était 50 000 $, tu vois, à l'époque, tu vois. Enfin, c'était peut-être un peu moins, mais tu vois. Mais ça vaut plus aujourd'hui. Les gens, ils en demandent 200 000, tu vois. Enfin, c'est. J'en avais vu une, c'était, il y a une espèce de galerie qui est sur le Gaslamp Quarter, juste à côté du Convention Center de San Diego. Ah, c'est à côté de la galerie Tex Avery. Voilà, et il y avait un original de Karl Barks, et j'ai vu, c'était une huile, je fais non mais je veux même pas savoir le prix, quoi, parce que ils ont pas osé afficher le prix parce qu'ils ont eu peur que le truc se fasse voler, je sais pas, mais non, c'est Inquirer, tu demandes, et puis et tu sais, c'est les États-Unis, tout se vend, tout s'achète, hein. Ah bien sûr, ça c'est sûr. Bon, et bien puisqu'on est revenu sur les canards, est-ce que tu as rajouté quelque chose sur John Byrne, ou est-ce que c'est bon?
Bon, Non, si- je pense si qu'on tu aura as fini. l'occasion, mais juste pour dire, un jour, faudrait faire une émission spéciale sur X-Men pour juste parler de tous les moments. Il faudrait faire un podcast spécial BD. Hein. Moi, je pourrais, tous les je mo- pourrais parler d'une de mes... C'est pas ma première rencontre, mais c'est mon comics préféré sur Nightcrawler, qui est le récit complet de Dave Cockrum sur Nightcrawler, dans lequel il part dans une dimension parallèle et qui est absolument génial. Dave Cockrum et Claremont en plus. Ah non, C'est- c'est Cockrum tout seul, je crois, sur celui-là. T'es sûr? Il me semble que c'est écrit et dessiné par Dave Cockrum. On pourra vérifier Ah ouais, d'ici ouais, là. ouais. Donc je vais revenir sur les canards, puisque tu n'es pas sans savoir qu'il y a une nouvelle série DuckTales qui est sortie il y a quelques semaines. Et en fait, il y a eu un premier épisode double avec épisode 1 et 2 qui a été diffusé au début de l'été. Et qu'ensuite, il a fallu attendre jusqu'au 23 septembre pour avoir la suite. Et l'attente était très 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 difficile, puisque c'est une série qui est extraordinaire. Et honnêtement, c'est vraiment un grand fan des canards qui te le dit. J'adore cette nouvelle série DuckTales. Les mecs, Elle est ils ont tout super. compris. Elle est super. Déjà, ils ont modernisé le design et je trouve que c'est très réussi. Il y a des gens pas trop fans des têtes un peu carrées qui disent que ça rappelle un peu les Funko Pop. Écoutez, si vous Non, voulez, non, si non, vous avez non. envie de voir des Funko Pop là-dedans, c'est votre problème. Moi, perso, je trouve que ça marche très bien. Que c'est vraiment, c'est un style, c'est plus moderne, c'est sûr, mais ça marche, quoi. Et ça a vraiment de la gueule. Ça a une identité et c'est vraiment super chouette. Pour ce qui est des voix, alors l'acteur qui historiquement faisait Scrooge est décédé l'année dernière, donc évidemment il a fallu le recaster. Je trouve que David Tennant est excellent. Alors David Tennant qui était dans Doctor Who et qui a aussi été le Purple Man dans Jessica Jones, il est vraiment super, je trouve, dans le rôle de Scrooge. Déjà, il est écossais, donc il est pas obligé de forcer l'accent, donc il le fait pas, tu vois, il fait pas semblant. Donc rien que ça, déjà, ça apporte une sorte de touche authentique. Les trois neveux sont géniaux, et puis surtout, il y a Donald, quoi. Qui n'y Et avait pas Donald, dans la c'était- série originale. Mais oui, dans la série originale, Donald, il était là 3 fois sur 150 épisodes, parce que au début de la série, il me semble, il part s'engager dans la marine. Et il dépose Euh, les enfants, je crois, ou un truc comme ça. C'est ça, il dépose les enfants chez Scrooge, et ensuite il se casse pour je crois qu'il part dans la marine. Là, au début, j'ai eu un peu peur que ce soit la même chose, vu que, pareil, il les dépose avant de partir à un entretien d'embauche, et en fait, il revient, et il y a eu depuis un épisode qui est mon épisode préféré, qui est l'épisode 6, où tu rencontres Gontran, donc Gladstone Gandor, mais il y a masse de Donald dedans, et c'est formidable. Et un truc que j'ai beaucoup aimé aussi, et dont on en parlait tout à l'heure, il y a un épisode où les enfants, notamment, il y a une nouvelle Webby, Webby Wonderquack, qui est doublée par Kate Micucci. Et Kate Micucci, qui c'est? Kate Micucci, dans le duo, alors elle fait partie d'un duo musical comique qui s'appelle Garfunkel and Oates, que vous connaissez peut-être, qui est une grande blonde, dont j'ai oublié le nom, mais ça va peut-être me revenir, et une petite brune, Kate Micucci. Alors la grande blonde, elle est on la voit dans énormément de séries, et Kate Micucci, elle a eu un petit rôle dans Big Bang Theory, où elle jouait la petite amie de Raj. Voilà, je sais pas si ça dira quelque chose à quelqu'un. Mais en tout cas, là, dans DuckTales, elle joue une Webby absolument géniale, qui est une complète nerd de la famille de Donald. Donc c'est assez rigolo. Et à côté de ça, elle est nerd, mais genre nerd qui est resté enfermé toute sa vie et qui connaît pas le monde extérieur. Et évidemment, elle est mise face à face à Riri, Fifi et Loulou, qui eux sont un peu évidemment trois petits monstres, quoi. Mais ce que j'ai trouvé absolument génial, c'est cet épisode où ils vont dans un équivalent de Dave & Buster's. Alors que Dave & Buster's, c'est ces grandes chaînes qui font un peu resto, mais où t'as aussi des jeux d'arcade, des manèges, des trucs comme ça. Et où en fait, les gamins se retrouvent kidnappés. Et tu vois Mrs. Bickley, donc qui est la gouvernante, dont j'ai perdu le nom en français, je sais plus comment elle s'appelle, Mrs. Bickley, et Donald qui vont pour récupérer les enfants. Et tu vois à quel point Donald aime ses neveux parce que il pète un boulard complet, et en fait c'est les Raptous qui les ont enlevés, et il les défonce à lui tout seul en s'énervant. Et voilà quoi, moi j'ai trouvé que le ton est vraiment juste, l'écriture est super, c'est bourré de blagues, c'est vraiment super moderne, super bien écrit. Enfin voilà, c'est un coup de cœur total pour cette série DuckTales, qui honnêtement, j'espère qu'elle aura la durée de vie de l'original, parce que c'est un bonheur absolu. Est-ce que je peux en rajouter même sur la BD DuckTales, puisque IDW, Alors, bien sûr. Bah, moi, je l'ai qui pas lu, publie la dans BD Sport DuckTales, Chamber. mais elle a l'air très bien, cette BD DuckTales, la et je BD, suis pressé elle est de la lire. La BD est vraiment chouette. Elle est écrite par Joe Caramagnac, et donc j'aime bien Joe Caramagnac. C'est plutôt un éditeur. Mais, et là, en l'occurrence, il se donne à cœur joie. Et le design, c'est Gianfranco Florio,
et Luca Usai, et la particularité, c'est qu'ils sont tous les deux italiens, donc ils sont vraiment de cette école des dessins, des bandes dessinées Disney. Celles qu'on avait dans notre enfance étaient majoritairement italiennes. Voilà, on l'a pas dit parce que voilà, Karl Barks et Don Rosa, c'est bien beau, mais l'essentiel de la production de comics Disney de nos jours est faite en Italie. Et toutes celles de notre enfance, les Mickey Parade, les Picsou Magazine, Picsou Super Géant, voilà. Tout ça, c'était de l'école italienne. Tout celles modernes, c'était tout de l'école italienne. Donc Fantomial, enfin tout ça. Fantomial a été créé par les Italiens. Ouais, donc vraiment, en plus, il y a donc dans le comics actuel de DuckTales, il y a vraiment une répétition de cette tradition un peu Sfumetti, mais adaptée à l'œuvre de Disney. C'est génial, quoi. C'est vraiment un très très bon comics. J'ai lu que le premier, mais je suis vraiment emballé. Écoute, je vais aller à mon comic book store du coin et je vais regarder s'il est long parce que je suis très curieux de le lire. Et en plus, c'est all age, donc vous pouvez le filer à vos enfants, ça c'est sûr. Ah ouais, et même la série, hein, parce que la série passe tout à fait bien avec les enfants, mais il y a des blagues qui font mouche même avec les adultes qui sont vraiment très bien vues. C'est vraiment d'une écriture d'une qualité rare, honnêtement, pour un truc entre guillemets pour môme, c'est vraiment très bien. Ouais, c'est pour môme, mais voilà, deuxième grade de lecture. Moi, vraiment, j'adore aussi cette série. Allons, fais pas cette gueule. Tu peux pas gagner tout le temps, pauvre mec. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. After était un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Ouais, parce qu'on a fait que ça tout l'épisode. On n'a pas du tout recommandé des trucs pendant tout l'épisode. Alors, on va faire des trucs différents. On va finir les canards, finir les mutants. À toi de jouer. Alors, moi, je vais parler d'un nouveau late show sur Comedy Central qui a commencé il y a quelques semaines et qui s'appelle The Opposition with Jordan Klepper. Jordan Klepper, les gens qui regardaient le Daily Show le connaissent déjà. C'était le white token, comme on dit. C'était le mec qui prenait le rôle du blanc un peu raciste, un peu réac, et qui en fait, là pour The Opposition, c'est un peu la même formule que pour le Colbert Report, pour ceux qui connaissent le Colbert Report. C'est-à-dire que le type est dans son rôle du début à la fin de l'épisode, il joue un rôle, et là il joue le rôle d'un type un peu conspi. En fait, l'idée c'est de se moquer des gens à la Alex Jones et Infowars. Alors, si vous ne connaissez pas Alex Jones et Infowars, eh bien vous avez de la chance, mais il faut savoir que c'est un type conspirationniste qui va raconter tout et n'importe quoi sur sa chaîne internet. Donc il a une chaîne YouTube, je sais même pas si... Je pense pas qu'Infowars ait droit à un canal sur le câble américain, mais en tout cas ça passe sur internet. Et The Opposition se moque de ça, donc prend le parti de faire de la satire de ça. Et il faut savoir qu'on vit dans une époque où de nos jours, de temps en temps la réalité dépasse la fiction et on sait plus où est la satire, où est la réalité, mais en tout cas The Opposition c'est très très drôle. Et ça fait bien le boulot, là où The Daily Show est de moins en moins drôle, je trouve, de mois en mois. Ils ont eu des bons moments, mais c'est pas que j'aime pas Trevor Noah, mais il est vraiment pas si marrant que ça. Surtout quand en face, tu vois que Jordan Klepper fait vraiment un super boulot, et moi c'est mon nouveau late show préféré, The Opposition, alors que ça existe seulement depuis 2 semaines, et c'est vraiment super. Et comme d'habitude, c'est disponible sur le site de Comedy Central. J'ose espérer que c'est pas géobloqué, si ça l'est, pas de chance, parce que je ne sais pas comment vous allez pouvoir le regarder. On peut dire que t'es premier sur les late shows maintenant. Oh non, je suis largement, je suis pas du tout à la page pour les late shows, mais j'en regarde pas assez. Mais en tout cas, celui-là, The Opposition. Tu sais quoi, il y a un truc assez étonnant pour avoir vu mes potes chez qui j'étais à New York, donc au moment du Comic-Con. C'est qu'il y a un côté très systématique du late show que vous regardez le matin, en fait. Vous le regardez tous les matins, et en général, ils parlent tous de Trump, et il y a un côté un peu catharsique. Vous avez besoin d'un truc qui crache sur Trump tous les matins. Est-ce que je me trompe? Est-ce que tu le regardes pas le matin en disant « Ah putain !» Je regarde le matin au petit-déj, ouais. Ouais. C'est vrai que je regarde souvent ça le matin au petit-déj. Ouais. Ou des fois le soir en dînant. Mais, ouais, en fait, c'est votre morning show pour essayer de vous donner la patate la journée, en fait. Plus ou moins, ouais. Alors, ma reco, elle va être toute simple. C'est un documentaire qui s'appelle The Long Shot. Long Shot, même, je crois, tout court. Ah, c'est sur les X-Men? Non, même pas. C'est pas sur le X-Men aux os creux qui manipulent la chance. Mais c'est Long Shot, donc, qui est disponible sur Netflix. Donc, vous y avez tous accès. Et c'est un documentaire qui raconte comment un mec qui s'appelle Juan Catalan s'est fait accuser à tort d'avoir assassiné une fille de 16 ans.
Alors, c'est absolument atroce, évidemment, comme histoire. Mais donc, lui a été accusé à tort, évidemment parce qu'il ressemble à le portrait robot du vrai criminel. Du vrai criminel. Et puis, évidemment, il y a des gens qui l'ont vu, mais bon, tu sais, il fait noir. Mais peu importe. C'est Juan, tu vois. C'est Los Angeles, évidemment. Ah non, je sais même pas si c'est à Los Angeles. Je crois que c'est à... Ah si, Dodger Stadium, c'est à Los Angeles. Dodger Stadium, voilà. Et donc, du coup, et lui, sa défense, c'est que, non, merde, j'étais dans le Dodger Stadium, j'étais avec ma fille en train de regarder un match de baseball, personne le croit, et ils font toutes les caméras de surveillance, et ils arrivent pas. Évidemment, les caméras de surveillance n'ont pas une définition assez bonne pour montrer son visage. Donc, attends, t'es sûr? Parce que dans NCIS, ils arrivent à zoomer 15 fois. Hein. Ouais, pas les vrais. Hein. Les vrais, là là, ils sont pas bien les vrais. Les vrais ne fonctionnent pas. Et donc l'histoire est effectivement atroce puisqu'il est en tôle, il est en train de croupir en tôle, et évidemment, tu peux t'imaginer ce que ça peut faire sur quelqu'un qui est innocent. Et là, ils se souviennent que il y a un épisode de Curb Your Enthusiasm qui a été tourné, donc ça va être ma deuxième reco caché, tu vois. Il y a un épisode de Curb Your Enthusiasm qui a été caché, peut-être que Curb Your Enthusiasm a peut-être des vidéos du mec. Donc comédie de Larry David qui était un des auteurs de Seinfeld. Ouais, qui est un des co-créateurs de Seinfeld. Ouais. Et donc ça permet, en fait, du coup, est-ce que ça va l'innocenter ou pas? C'est un documentaire très très court. Je crois que ça fait 30 à 40 minutes, pas plus. Et donc, c'est un documentaire donc sur une chose grave, mais où Larry David vient pour balancer 2-3 punchlines. Il a vraiment très 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 brève apparition. Mais évidemment, comme c'est Larry David, c'est absolument hilarant. Même sur un sujet grave. Et voilà, typiquement, c'est le genre de documentaire qui est un feel-good documentaire. Et c'est un feel-good, alors, malgré le sujet, ouais, c'est pas mal, effectivement. C'est un feel-good documentaire. Ça se trouve où, ce petit documentaire? C'est The Long Shot sur Netflix, donc vous y avez tous accès. Enfin, tous les gens qui payent Netflix, bien sûr. Tous les gens qui payent Netflix, bien sûr. mais tu sais quoi, le problème, c'est qu'il y a tellement d'offres maintenant de bouquets, de machins, c'est difficile de s'y repérer. Et ça va être de pire en pire avec les studios qui retirent leurs films de Netflix pour lancer leur propre plateforme, ce qui font qu'ils explosent encore plus l'offre, et donc du coup, va falloir s'abonner à 15 trucs pour pouvoir regarder quelque chose maintenant. Et en plus, Netflix paye une pub dans tout Paris puisqu'ils font un feu d'artifice. Bon, je crois qu'on est bon, on est bon pour aujourd'hui. On a fait un épisode coolitude de notre enfance. Ouais, un peu court, mais dans le même temps, voilà, on a... Et c'est parce que on prépare peut-être de longs épisodes. Peut-être qu'on a des choses un peu plus longues qui arrivent bientôt. Voilà, avec papa. Ouais, genre des trucs en version longue. Ouais, oh non, putain, mais... T'es sûr qu'on va se taper Jeanne d'Arc en version longue? Ben oui, on va se taper Jeanne d'Arc en version longue. Les gens seront déçus. Et en même temps, tu sais quoi? J'étais en train de sous-peser les bouquins, puisque en ce moment, j'ai presque tous les bouquins écrits par Luc Besson. Et j'étais en train de les sous-peser. Jeanne d'Arc pèse beaucoup, beaucoup moins lourd que celui de Arthur et les Mini-Mois. Putain, ça laisse augurer du pire. Ouais, ça va être chaud. Vous pouvez nous retrouver sur after8.fr sur le site internet. Et dis-moi, juste un truc, où peut-on te retrouver, toi, Benjamin François? Moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, KWXZ, sur Gaming698X quand j'aurai moins la flemme d'écrire dessus. Et puis sur les forums de GK à l'occasion, des fois j'y ferai un petit coucou. Et toi, Daniel? Eh bien, écoute, je reprends une vie normale puisque j'ai un de mes gros travaux qui a été terminé. C'est vrai? Je vais en parler bientôt. Mazel tov. On fera un épisode sur le sujet. J'ai besoin, pour l'instant, de compute la nouvelle. Et je reprends une vie normale, donc je vais réécrire des articles. Je crois que j'ai un test à venir sur Gamecult, figure-toi. Oh là là, tu peux dire ce que c'est ou pas? Ouais, bien sûr, c'est Kyohei Toshi. Imagine-toi, tu es un être humain à Tokyo, et puis tout d'un coup, tu vois Godzilla et Evangelion et Ultraman qui sont en train de se battre dans ta ville et qui sont en train de tout casser, et toi, t'es à leurs pieds et t'essayes de pas mourir. Ça a l'air super. T'as vu comment je le vends bien? Je pense que je le vends beaucoup mieux que ce que c'est sorti là au Japon sur PS4. PS4 only. PS4 only, évidemment. Et j'imagine qu'il faut parler un minimum japonais pour comprendre. C'est mieux, parce qu'en plus, tu peux choisir, en fonction de tes QCM, tu choisis déjà qui tu es. Donc tu peux choisir si t'es un salaryman ou un mec à capuche. Tu peux choisir que t'es une fille et que tu aimes une fille, ce qui est un cas très très rare dans les jeux vidéo mainstream japonais. Ouais, encore un jeu japonais qui a l'air génial auquel je pourrais pas jouer. Mais peut-être qu'il va sortir en Occident, t'inquiète pas. J'aimerais bien.
Et donc voilà, ça c'est un de mes prochains tests. C'est ton futur test, ok. C'est un prochain test sur Gamecult. Vous pouvez le retrouver aussi sur supercinébattle.fr et sur After Eight. Et puisque vous voulez un peu de longueur, je vous en rajoute. Je sors de la salle de les nouvelles aventures de Cendrillon. Et je peux vous dire juste un truc, c'est que les nouvelles aventures d'Aladin avec Kev Adams, c'était beaucoup beaucoup mieux que celui-là. ça annonce tellement la couleur. Et je peux te dire que les nouvelles aventures d'Aladin, j'aime le rappeler, c'est quand même une comédie où Kev Adams se met une flûte dans le cul. Voilà. C'est le seul truc que je sais du film, parce que c'est le truc que tu me dis à chaque fois, je crois. mais en même temps, ça pose un peu le débat. Et ben là, en même temps, comment oublier ça? Mais oui. Il y a pas de plume dans le cul dans celui-là, mais alors putain. Oh là là, c'est très. Mais t'aurais préféré en fait. Hein? T'aurais préféré en fait que Cendrillon se mette une flûte dans le cul. Mais tu sais quoi, il y a Didier Bourdon dans le film et il est vraiment super. C'est ça qui est triste, c'est que même dans des films nuls, Didier Bourdon il est vraiment super. Il est toujours super. Attends, dans le Grand Partage, il était super, alors que le Grand Partage... c'est à chier. Qu'est-ce que c'était naze. Non mais en fait, c'est ça qui est triste, c'est que en fait, on a une bonne streak, on a une bonne série. Ça fait 3 bons films, 3 bonnes comédies françaises. Ouais, ça a fait beaucoup de bonnes comédies dans MDR là. Et tu vois, je crois qu'on pouvait parler d'un nouvel âge d'or. Et puis là, tout d'un coup, bam, ça t'arrive dans la gueule. Et le retour à la réalité fut brutal. Vous pouvez donc retrouver MDR aussi sur vos applications podcast et compagnie. La phrase rituelle, After Eight sur le site aftereight.fr. On est aussi dispo sur YouTube. Et je crois qu'on a tout dit. On vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt. Des bisous, ciao. Le plus grand boss de toute la ville, Picsou, Picsou. C'est le plus puissant de tout Canardville, Picsou, Picsou. Il vaut des milliards, en or, en dollars, Picsou. Ouh. En suivant Fifi, Riri et Loulou, Ouh. Nous entrerons dans la bande à Picsou. C'est le plus riche, foie de canard. Le plus chiche, le plus roublard. En suivant Fifi, Riri et Loulou. Nous entrerons dans la bande à Picsou. Ouh.
On ne veut plus claquer du bec chez nous. Ouh. Nous voulons entrer dans la bande à Picsou.